Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une édition spéciale couvrant le grand événement, bien entendu, aux États-Unis, les élections présidentielles. Rappelons que la course aux élections présidentielles américaines a commencé il y a près de 7 heures. Deux candidats se tiennent tête, Donald Trump et Joe Biden, à un moment assez attendu pour les États-Unis il y a près de 4 ans. Les 5 électeurs de Dixville Notch, un hameau de 12 habitants du nord-est des États-Unis, ont lancé symboliquement l'élection présidentielle américaine mardi à minuit. Ils ont voté à l'unanimité pour le favori des sondages, le démocrate Joe Biden. Ce village perdu dans les forêts du New Hampshire, près de la frontière canadienne, a perpétué une tradition établie depuis 1960 qui lui vaut le titre de First in the Nation, au premier du pays en français. Au total, plus de 250 millions d'Américains se rendent aujourd'hui aux urnes pour choisir qui entre Donald Trump et Joe Biden sera le 46e président d'un pays très divisé. L'ancien vice-président de 77 ans, Joe Biden, espère enfin décrocher les clés de la Maison-Blanche à sa 3e tentative. En face, le président républicain sortant, Donald Trump, âgé de 74 ans, qui a mené une campagne d'une agressivité inouïe, promet de son côté de créer de nouveau la surprise comme en 2016. Les démocrates, Joe Biden et Barack Obama en tête, multiplient les mises en garde contre les conséquences potentiellement dévastatrices sur les institutions démocratiques d'un second mandat de Donald Trump. La participation s'annonce historiquement élevée avec plus de 97 millions d'électeurs qui ont déjà voté par anticipation avant mardi par courrier ou en personne, soit plus de 70% du nombre d'électeurs total de 2016. L'accumulation record de votes par courrier, qui dans certains États pourront affluer jusqu'à plusieurs jours après mardi, risque de compliquer le dépouillement, voire retarder l'annonce d'un vainqueur si le résultat est serré. Dès que l'élection sera terminée, nos avocats seront prêts, a prévenu Donald Trump, qui fait inédit pour un président sortant, a obstinément refusé de s'engager à accepter l'issue du vote. Pour l'emporter, un candidat n'a pas besoin d'une majorité en voix au niveau national. Il doit gagner la majorité d'au moins 270 des 538 grands électeurs attribués au niveau des États. Et pour parler plus en détail de ce grand événement aux États-Unis, nous avons en ligne Dr John Massey, analyste politique. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Alors docteur, parlez-nous tout d'abord du climat général des élections présidentielles aux États-Unis et à l'extérieur des États-Unis, dont l'Europe, où vous êtes résident. Écoutez, le climat général aux États-Unis est un climat, en tout cas s'agissant de l'élection, très tendu, parce que, comme vous le savez, le président Donald Trump fait l'objet de tensions assez fortes, parce que c'est quelqu'un qui a eu quand même un mandat présidentiel qui a été, pour le moins, sujet à polémique, même si, effectivement, il a eu des réussites majeures sur l'économie, en matière internationale, par exemple, avec des dossiers très compliqués comme la Corée du Nord, comme l'Iran, comme les traités de paix qui sont en train d'être signés entre certains pays arabes et Israël. Voilà, mais le problème, c'est que, quelque part, dans sa façon de présider les États-Unis, il n'a pas réussi à se présidentialiser, en quelque sorte. Aujourd'hui, si vous voulez, le climat est tendu parce que les résultats économiques qui avaient été fortement dégradés par la crise du coronavirus sont en train de s'améliorer. Est-ce que cette amélioration va suffire à faire réélire Trump, puisque vous savez qu'en fait la réélection d'un président aux États-Unis se fait majoritairement sur des questions économiques?
Est-ce que l'amélioration récente des résultats économiques va suffire à faire réélire Trump ou pas? Eh bien, la réponse va être cette nuit. Bon, qu'est-ce qui décide pour les élections présidentielles aux États-Unis de la victoire d'un candidat? Quels sont les éléments les plus vraiment tranchants qui décident de sa victoire? Je pense, comme je vous le disais, ce sont les questions économiques. Mais dans les questions économiques, la question majeure est évidemment la question de l'emploi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun président américain ces 50 dernières années qui a été réélu avec un taux de chômage important. Donc le critère principal de réélection des États-Unis, du président des États-Unis, c'est le marché du travail. Or, effectivement, le marché du travail a pendant les 3 premières années du mandat de Trump, été extrêmement favorable. Ça fait à peu près 8 mois qu'il ne cesse de se dégrader en raison du contexte sanitaire mondial et américain. Mais effectivement, comme je le disais, depuis un certain nombre de semaines, le marché de l'emploi est à nouveau en train de s'améliorer. La question, c'est est-ce que cette amélioration va suffire pour convaincre les Américains de réélire Trump? On ne le sait pas, sachant qu'effectivement, la première fois, enfin en tout cas aux dernières élections présidentielles, le président Donald Trump n'avait pas été élu par le peuple. C'est-à-dire qu'en réalité, en nombre de voix, le président Donald Trump a été arrivé en 2e position par rapport à Clinton, mais le système électoral électif américain fait en réalité que c'est pas tellement le nombre de voix qui fait élire un président que l'importance des grands électeurs qui sont eux-mêmes rattachés aux États où ces grands électeurs sont les plus nombreux. Donc en fait, en emportant ces États, même s'ils perdent le vote populaire, mais en remportant les États où il y a le plus grand nombre de grands électeurs, eh bien c'est comme ça que Donald Trump avait été élu. Est-ce qu'il va réitérer ce scénario la nuit prochaine? C'est possible, mais c'est loin d'être sûr. Bon, est-ce que vous pensez que justement la crise du Covid-19 et la façon de gérer cette pandémie de la part de Donald Trump va avoir un impact sur le cours de son élection? Je pense que effectivement l'Amérique est très divisée, plus divisée que jamais, parce que vous avez effectivement tout un pan de la population qui lui reproche de n'avoir pas pris la mesure de la gravité de l'épidémie, de l'avoir même minimisée, de s'en être moqué. Et donc aux États-Unis, vous avez effectivement des centaines de milliers de morts, mais vous avez aussi toute une frange de la population américaine qui, au contraire, juge les mesures de confinement prises par certains États démocrates totalement inadaptées et totalement surtout contraires à l'esprit de liberté qui règne aux États-Unis. Donc effectivement, c'est une Amérique plus divisée que jamais qui affronte cette élection. Et en fait, le résultat de l'élection, peut-être qu'il ne sera même pas connu demain à l'aube. Peut-être qu'il faudra plusieurs jours pour connaître le résultat de l'élection, tant le duel sera ténu et qu'en fait on n'est pas sûr, enfin ni l'un ni l'autre des candidats ne sont sûrs de gagner, ne sont sûrs d'avoir le résultat au lendemain de l'élection. Si on parlait du bilan de Donald Trump durant les 4 dernières années, quels seraient les points forts les plus importants et les points faibles, bien entendu, les plus significatifs? Je pense qu'en fait, Donald Trump a réussi à rétablir la puissance américaine, notamment à travers le monde, comme je vous le disais, notamment par exemple avec des pays comme la Corée du Nord, sur lesquels des présidents comme Obama s'étaient cassés les dents et sans pouvoir rien faire. Donc Donald Trump les a amenés à la raison. Donald Trump a réussi à instaurer un rapport de force avec la Chine. Alors il a été accusé d'allumer une guerre commerciale avec la Chine, mais en réalité Donald Trump n'a fait que restaurer les termes de l'échange avec la Chine, c'est-à-dire que là où ses prédécesseurs étaient plus conciliants avec une Chine commercialement extrêmement agressive, Donald Trump a tapé du poing sur la table en disant aux Chinois, maintenant ce n'est plus possible de nous infliger de tels déficits commerciaux.
ce n'est plus possible de piller nos industries. Nous allons effectivement rétablir le rapport de force. Nous allons instaurer des droits de douane si jamais vous ne respectez pas les termes de l'échange, parce qu'effectivement la Chine a une agressivité commerciale basée sur des très bas salaires, basée sur des normes de production à la fois sanitaires, environnementales et sociales qui ne sont pas les normes américaines et qui sont encore moins les normes européennes. Et donc effectivement, Donald Trump a réussi à rétablir des relations réciproques avec le géant économique et commercial qu'est la Chine. Donc effectivement, Donald Trump a eu quelques succès majeurs, à la fois sur le plan international et sur le plan de l'économie intérieure, mais il reste très contesté, et il reste très contesté en raison de son style de gouvernement, parce qu'il a un style un peu disruptif. Le candidat Trump est resté le candidat Trump alors qu'il aurait dû justement prendre de la hauteur, prendre une stature présidentielle, chose qu'il n'a pas faite, et donc effectivement il reste très contesté aux États-Unis. Oui, mais c'est vrai, c'est ce que Donald Trump a voulu faire, mais sur le terrain, concrètement parlant, quels ont été les gains vraiment des États-Unis avec la Chine? Est-ce que tout ça a commencé à être mis en application, concrètement parlant? Concrètement parlant, effectivement, il a élevé les droits de douane sur un certain nombre de produits chinois. Donc cela a ramené les Chinois à la table. Il y a eu des négociations, plusieurs rounds de négociations avec les Chinois. Et effectivement, sur un certain nombre de domaines, comme l'automobile par exemple, ou les produits de grande consommation, il a réussi à obtenir de la Chine qu'elle rétablisse, en fait, qu'elle accepte des droits de douane, parce que, encore une fois, les conditions de production en Chine ne sont pas les conditions de production américaines. Donc rien que le fait d'avoir initié le processus et d'avoir obtenu gain de cause sur un certain nombre de secteurs, alors évidemment, il n'a pas obtenu gain de cause sur tout, et il n'a fait que commencer le processus. Mais je pense que beaucoup d'Américains lui en savent gré d'avoir justement rétabli les termes de l'échange et d'avoir rétabli un rapport de force avec la Chine. Bon, et pour la question palestinienne, bien entendu, l'administration américaine a adopté des positions plus ou moins incompréhensibles parfois, mais malgré cela, cela n'a pas vraiment abouti à un progrès de la situation sur le terrain. Je pense, si vous voulez, que les États-Unis, enfin en tout cas les États-Unis de Trump, ne cherchent pas nécessairement un règlement de la question palestinienne. Je pense que lorsque, par exemple, Trump a décidé du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem-Ouest, effectivement, c'est pas de nature, si vous voulez, à favoriser le dialogue, ou en tout cas la solution du dossier palestinien. Je pense que Donald Trump a adopté une politique que beaucoup estiment comme une politique réaliste, c'est-à-dire que, en fait, il acte l'idée qu'il n'y aura jamais d'État palestinien et agit en conséquence. Évidemment, les Européens ne le suivent pas et le reste du monde ne le suit pas là-dessus, mais je crois qu'un certain nombre de pays commencent à s'apercevoir que le dossier palestinien n'a pas de solution en réalité. Donc, effectivement, il n'a pas obtenu beaucoup de progrès sur le règlement de la question israélo-palestinienne, mais je dirais que ce n'était pas nécessairement sa volonté non plus, bien au contraire. Bon, comment les États-Unis conçoivent la personnalité des deux candidats, Joe Biden et Donald Trump? Je pense que Joe Biden est un candidat très âgé déjà, qu'il n'a pas forcément le charisme que l'on pourrait attendre du président américain. Je pense que dans son camp, Barack Obama, on peut penser ce qu'on veut de sa politique, mais c'était quand même un président extrêmement charismatique. Donc Joe Biden ne fait pas nécessairement l'unanimité, mais Joe Biden a cette force qui consiste en fait à agglomérer tous les mécontents de Trump. Donc même si ce n'est pas le candidat idéal face à Trump, effectivement, beaucoup de gens qui veulent voter contre Trump, mais pas nécessairement, qui ne sont pas nécessairement acquis à la cause démocrate, risquent de voter Biden. Docteur John Massiha, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.